C'est un sujet extrêmement politique où des regards s'opposent et où le débat risque d'être extrêmement présent. Il y a quelques jours, dans un discours, Emmanuel Macron a déclaré que la France entrait, je cite, dans une économie de guerre avec un objectif de se réarmer massivement. Mais alors, qui va réellement payer tout ça et qu'est-ce qui fait autant débat alors que certains se mettent à parler de l'épargne et de l'argent des Français? C'est donc un sujet extrêmement sensible à traiter. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. On va voir tout ça en détail pour que vous puissiez avoir toutes les clés du débat et vous faire un avis sur le sujet. Bon, et au passage, je serai en voix off et sans la caméra aujourd'hui et je suis encore un petit peu malade. Désolé, je sais mais ça s'entend à ma voix. Il y a quelques jours donc, Emmanuel Macron a annoncé vouloir accélérer le réarmement de la France en réponse à la fois au changement de cap du côté des États-Unis qui laisse penser qu'une alliance militaire, notamment via l'OTAN, n'est plus viable avec l'Europe, mais en réaction aussi à la position de la Russie, alors que de nombreux pays européens soupçonnent la Russie de préparer une potentielle autre attaque armée, pas une attaque contre la France, mais potentiellement contre un pays à la frontière avec la Russie. Alors vous le savez si vous suivez ce format des actus du jour, déjà là-dessus il y a de nombreux débats sur la question de ce réarmement. Quelle ampleur doit-il avoir? Est-ce que cela doit se faire à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne? C'est des débats importants qu'on aura l'occasion d'évoquer à nouveau dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un autre aspect du débat qui est tout aussi sensible. Qui va payer et financer ce réarmement? Emmanuel Macron a demandé au gouvernement français de trouver des financements pour augmenter considérablement le budget de la défense qui est actuellement de 50,5 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2025, la France consacre environ 2,1% de son PIB à son armée. Le PIB étant donc l'ensemble des richesses produites par un pays en un an. Et l'objectif serait donc d'atteindre environ 100 milliards d'euros par an d'ici 2030 pour atteindre donc environ 3% du PIB. Mais alors comment faire pour trouver cet argent alors que la France fait déjà face notamment à une dette publique élevée? Ce que l'on peut noter, c'est que le président français a déclaré vouloir accélérer le réarmement mais sans augmenter les impôts. De son côté, le Premier ministre François Bayrou a indiqué qu'il n'était pas question de toucher aux dépenses sociales qui représentent la moitié du budget de l'État. Alors les dépenses sociales, c'est un terme assez large mais ça correspond donc à l'argent que l'État consacre aux aides et aux services destinés à soutenir la population. On peut imaginer que ça fait référence par exemple aux dépenses de santé ou encore au RSA. Mais sur ce point, qu'en est-il réellement? Le ministre de l'économie, Éric Lombard, a déclaré il y a quelques semaines que dans le contexte actuel, les Français allaient probablement devoir travailler plus. Alors est-ce encore un report de l'âge de départ à la retraite? Est-ce toucher à la réduction du temps de travail ou est-ce autre chose? Dans les mots du ministre de l'économie, c'est encore assez flou, mais c'est évidemment un sujet absolument majeur et qui pourrait, en l'occurrence, je ne vous apprends rien, avoir un impact social et revenir à faire payer cet effort à la population. Alors je le disais, du côté d'Emmanuel Macron, il n'y a pas d'envie d'augmenter les impôts, mais l'idée d'une hausse d'impôts chez les plus riches en France, elle est portée par une partie de l'Assemblée nationale pour récupérer une partie du montant nécessaire à ce réarmement. À noter que dans tous les cas ici, le gouvernement répète donc qu'il s'agirait de quelque chose d'entièrement facultatif. La crainte chez beaucoup dans cette situation, c'est une réduction massive des dépenses publiques, une réduction qui, selon les domaines, pourrait avoir des conséquences sociales. C'est donc l'un des points de tension majeurs qu'il faudra observer dans les prochains jours. En attendant, vous l'avez compris, le gouvernement ne se prononce pas directement et estime qu'il faut un dialogue, notamment avec les syndicats. Mais donc, vous l'avez compris, on analysera tout ça avec beaucoup d'attention dans les prochains jours. Les élus du Nouveau Front Populaire, par exemple, sont nombreux à soutenir une proposition de l'économiste Gabriel Zucman qui irait en quelque sorte en ce sens et qui viserait à taxer les quelques centaines de fortunes les plus importantes du pays pour éviter donc que ce genre d'effort ne repose sur le reste de la population. Alors quelles sont les autres alternatives? On peut noter que la Commission européenne, donc l'une des principales instances de l'Union européenne, a proposé de faciliter l'accès à des prêts pour des dépenses militaires. Elle pourrait aller jusqu'à 150 milliards d'euros à l'échelle européenne, sauf que cette option, il faut quand même noter que c'est un prêt. Un prêt, il faudra donc le rembourser à un moment et ça pourrait donc aggraver la dette de la France qui est déjà assez importante. Autrement dit donc, ce n'est pas de l'argent gratuit non plus pour la France. Alors, quelles sont les autres pistes évoquées? L'une des options qui est envisagée aujourd'hui, c'est de mobiliser l'épargne des Français. Et attention, on entre là sur un sujet qui est très sensible. Voici donc de quoi est-ce qu'on parle exactement. La première option qui a été discutée, c'est celle de créer un livret d'épargne militaire qui serait inspiré en quelque sorte du livret A, qui est aujourd'hui le placement le plus
plus utilisé par les Français. Alors petit rappel, notamment pour ceux qui ne sont pas français et qui suivent ce format depuis l'étranger, quand on dépose de l'argent sur un livret A en France, c'est de l'argent qui est déposé pour financer des projets d'intérêt général, comme par exemple les logements sociaux. Et en échange, la personne qui dépose de l'argent sur un livret A, elle va recevoir des intérêts, donc de l'argent supplémentaire qui sont fixés par l'État. En l'occurrence, cette année par exemple, le livret A, il est à 2,4%, donc si vous déposez 100 € sur un livret A et que vous n'y touchez pas pendant un an, eh bien au bout d'un an, vous pouvez retirer 102,40 €. Et donc là, l'idée serait de proposer aux Français une autre enveloppe qui aurait pour objectif donc de financer l'industrie de la défense. Là aussi, donc, ce serait un livret qui serait facultatif et qui serait rémunéré, mais au vu des dernières déclarations, on peut noter que cette piste n'est pas privilégiée par le gouvernement aujourd'hui. Alors une autre option potentielle, ça aurait été d'employer l'argent du livret A pour financer l'armement, mais c'est une mesure qui suscite là beaucoup de controverses, car détourner une partie des fonds du livret A pourrait avoir des répercussions importantes, notamment pour les Français les plus modestes. En effet, je le disais, ce livret sert en grande partie au financement du logement social, et donc si demain l'argent placé par les Français dans les livrets A ne sert plus les logements sociaux, mais bien l'armement, eh bien les conséquences sociales pourraient être très importantes. La deuxième option, ce serait de lancer un grand emprunt national. C'est une possibilité qui a été avancée par le Premier ministre François Bayrou. En fait, l'idée serait de permettre à l'État d'emprunter de l'argent auprès des Français qui seraient volontaires, et ce plutôt que l'État aille emprunter de l'argent directement sur les marchés financiers pour financer ce réarmement. Et après, c'est un petit peu similaire, les Français pourraient donc prêter la somme qu'ils souhaitent à l'État avec des intérêts qu'ils recevraient en retour. Mais là aussi, il y a un éternel sujet, c'est la question potentielle d'aggravation de la dette publique, car pour être attractif, il faudra avoir donc des taux d'intérêt importants pour que les Français aient envie de le faire. La troisième option avancée, ce serait d'utiliser plutôt des instruments d'épargne populaire. On peut penser à l'assurance vie ou alors à l'épargne retraite. C'est donc une autre forme de placement, mais qui est là aussi envisagée. Et enfin, dernier élément que l'on peut noter, le gouvernement souhaite aussi encourager le secteur privé à financer lui-même l'industrie de l'armement. L'objectif serait donc de soutenir la production de matériel militaire sans alourdir immédiatement la dette publique et en évitant donc que l'État ait à mobiliser des fonds publics et donc à s'endetter. Sur ce sujet, il faut savoir qu'il y a une réunion qui est prévue au ministère de l'économie le 20 mars avec des banques, des assurances et des fonds d'investissement. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, le 20 mars, qu'a priori le gouvernement devra détailler son plan qu'il souhaite porter et éventuellement donc voir voter à l'Assemblée nationale. Bref, vous l'avez compris, il n'y a pas de solution qui a été actée aujourd'hui. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des vraies divergences de vision sur la façon dont cet argent doit être collecté. Il y a aussi des risques importants qui sont avancés par certains députés sur le risque d'avoir des atteintes ou des attaques sur des aides sociales qui existent aujourd'hui en France. On suivra évidemment tout ça dans les prochains jours. En tout cas, pour terminer sur ce sujet, on peut noter que les députés français ont adopté une résolution de soutien à l'Ukraine ce mercredi. Alors c'est un vote qui appelle notamment à saisir les avoirs russes qui sont gelés. Alors les avoirs russes, de quoi est-ce qu'on parle ici? C'est donc en fait des fonds et des investissements qui sont détenus par la Russie ou alors par des entités russes à l'étranger. Alors ça peut être des milliardaires russes, etc. Aujourd'hui, il y a donc un gel à l'échelle européenne qui fait que tous ces fonds qui sont placés dans des institutions européennes, elles sont bloquées par l'Union européenne. Il faut savoir que l'Union européenne utilise déjà les intérêts générés par ces placements-là pour financer l'armée ukrainienne. Mais maintenant, certains poussent pour pouvoir récupérer l'intégralité de cet argent et d'aider l'armée ukrainienne avec cet argent russe. Alors c'est un texte qui a été voté par les députés du camp présidentiel ainsi que les socialistes, les écologistes ou encore les députés de droite, les Républicains et Horizon. Et on peut noter que la France Insoumise et les communistes ont voté contre, tandis que le Rassemblement National s'est abstenu. Dans tous les cas, je vous passe les détails, mais c'est un vote surtout symbolique, donc on verra à quoi ça ressemble dans les prochains jours. C'est là aussi un sujet assez crucial. On vous tient au courant évidemment dans les prochains jours. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et notamment des dernières actualités très importantes qui viennent de Russie, et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce jeudi soutenir entièrement un cessez-le-feu de 30 jours avec l'Ukraine. C'est donc une réponse officielle à la proposition américaine d'arrêter les combats pendant 30 jours en Ukraine, une proposition qui a déjà été acceptée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky en début de semaine. Alors pour le moment, on ne connaît pas les contours précis de ce potentiel cessez-le-feu qui pourrait être reconductible. Vladimir Poutine a notamment demandé, je cite, « Est-ce que ça signifie que tous les militaires présents pourront quitter les lieux sans combat? Est-ce que nous devons les laisser partir malgré tous les crimes qu'ils ont commis ?» Il a également affirmé que tout cessez-le-feu en Ukraine doit mener à une paix durable. Jusqu'à présent, la Russie s'était toujours opposée à l'idée d'un cessez-le-feu temporaire qui, selon elle, permettrait notamment à l'Ukraine de se réarmer. La
Russie a également averti qu'elle considérait l'envoi de soldats européens en Ukraine comme un conflit armé direct avec la Russie. C'est donc une réponse à l'idée avancée notamment par Emmanuel Macron d'envoyer des soldats européens une fois le cessez-le-feu conclu entre l'Ukraine et la Russie pour protéger l'Ukraine et s'assurer du respect de ce cessez-le-feu. Toujours concernant la guerre en Ukraine, la Russie a officiellement revendiqué ce jeudi la reprise de la ville de Soudja et de 2 villages voisins dans la région russe de Koursk. L'Ukraine, qui n'a pas encore confirmé la reprise de cette ville, avait lancé une offensive dans la région en août 2024, mais ses troupes ont été contraintes de se replier après une intensification des combats ces derniers jours. Deuxième actu aux États-Unis, le gouvernement de Donald Trump va supprimer des réglementations environnementales majeures mises en place lors du mandat de son prédécesseur, l'ancien président Joe Biden. Parmi la trentaine de mesures annoncées, l'annulation d'une règle adoptée en 2024 qui imposait aux centrales à charbon et aux nouvelles centrales à gaz d'éliminer la quasi-totalité de leurs émissions de CO2 d'ici à 2032 sous peine de fermeture. Le nouveau patron de l'Agence américaine de protection de l'environnement a aussi l'intention d'annuler les règles visant à limiter les émissions de CO2 des voitures qui doivent entrer en vigueur en 2027. Alors il y a d'autres mesures mais j'ai pas le temps de tout vous détailler donc je vous mets des liens en description. En tout cas, ces décisions ont été vivement critiquées par plusieurs ONG de défense de l'environnement. À noter que depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, des centaines d'employés de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique ont été licenciés. Troisième actu, des Palestiniens ont témoigné ce mercredi à visage découvert devant des experts de l'ONU pour dénoncer les coups et les violences sexuelles qui leur ont été infligées dans les prisons israéliennes ou par des colons. Un infirmier de 28 ans, arrêté en novembre 2023 près de l'hôpital Al-Shifa de Gaza où il travaillait, a notamment déclaré qu'un interrogateur israélien n'arrêtait pas de le frapper sur les parties génitales et qu'il était comme un sac de boxe. Une commission d'enquête de l'ONU a par ailleurs estimé ce jeudi que les autorités israéliennes ont en partie détruit la capacité des Palestiniens à Gaza à faire des enfants en détruisant systématiquement les soins de santé sexuelle et reproductive, ce qui correspond à des actes génocidaires. Après ces déclarations, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dénoncé des affirmations fausses et absurdes en jugeant qu'elles venaient d'une instance antisémite corrompue et soutenant le terrorisme. À noter qu'un rapport de l'ONU révélé il y a un an indiquait qu'ils avaient des motifs raisonnables de croire que des victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et des otages détenus à Gaza avaient été violés. L'ONU a précisé que l'ampleur des violences sexuelles commises le 7 octobre pourrait mettre des mois avant d'être réellement connue. Quatrième actu, en Roumanie, l'extrême droite a présenté 2 nouveaux candidats pour la présidentielle de mai suite à l'exclusion de Călin Georgescu. On en parlait hier, Călin Georgescu était en tête du premier tour de la présidentielle en Roumanie en novembre dernier, sauf que l'élection a été annulée pour soupçon d'ingérence russe en sa faveur. Il a définitivement été écarté de la course ce mercredi après l'échec de son appel. Il y a donc 2 nouveaux candidats de son bord politique, George Simion, le chef du parti conservateur Alliance pour l'unité des Roumains. Il a participé au premier tour de l'élection, il avait d'ailleurs recueilli près de 14% des voix, mais il s'était finalement rallié à Călin Georgescu. Il est connu pour être un fan de Donald Trump et il s'oppose notamment à l'aide militaire à l'Ukraine et aux droits de la communauté LGBT. Il s'est affiché dans une vidéo aux côtés de la représentante du Parti de la jeunesse, Anna Maria Gavrila, 41 ans, qui est donc la 2e candidate présentée par l'extrême droite. Ils vont donc se présenter après avoir réuni les 200 000 signatures nécessaires d'ici samedi. Anna Maria Gavrila a déclaré que si les 2 dossiers sont validés, l'un d'entre eux se retirera afin de maximiser les chances de l'extrême droite. 5e actu, des négociations de paix directes vont avoir lieu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe M23, cette milice armée soutenue par le Rwanda. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la présidence de l'Angola, un pays voisin qui a un rôle de médiateur dans les discussions. Il faut savoir que les négociations sont au point mort depuis plusieurs mois, notamment en raison du refus catégorique du président congolais de dialoguer avec le groupe M23 qui mène une offensive éclair dans l'est de la RDC depuis le début de l'année et qui s'est emparé de villes clés. Si vous voulez en savoir plus sur la situation sur place, je vous renvoie à nos anciennes vidéos sur le sujet. En tout cas, cette annonce intervient après une rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue angolais à Luanda, la capitale de l'Angola. Des délégations de la RDC et du M23 devraient commencer ces négociations de paix le 18 mars, selon le communiqué. Et on finit avec cette actu en France. L'Assemblée nationale a approuvé ce mercredi à l'unanimité une résolution qui vise à supprimer le vote par assis et levé au sein de l'hémicycle afin de favoriser l'inclusion des députés en situation de handicap. Alors les votes à l'Assemblée nationale se font traditionnellement à main levée, mais le règlement prévoit qu'en cas de doute sur le résultat du vote à main levée, le ou la présidente de séance peut demander aux députés de s'asseoir ou de se lever pour les départager. Cette résolution, qui vise à modifier le règlement, portée par la présidente
présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, et le député de Dordogne du groupe écologiste et social Sébastien Pétavy avaient été proposés le 11 février à l'occasion du 20e anniversaire de la loi de 2005 sur le handicap. À noter que Sébastien Pétavy, élu en 2022, est le premier député en fauteuil roulant de l'histoire. Il a précisé que le Sénat modifierait également son règlement en ce sens le 8 avril. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Je reviens a priori avec la caméra demain. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas si vous avez des questions. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.